je suis à l'école. Bah j'en sais rien, ça sert à rien en plus. Heureusement qu'il y a le dessin pour dormir. J'ai toujours aimé l'école. C'est un lieu d'échange, de partage. Je suis plutôt du genre à être contente que les vacances se terminent. C'est vraiment de pire en pire. Chaque année, on croit qu'on a touché le fond. Et les nouveaux arrivent et continuent de creuser. L'égalité des chances, d'accord, mais mon fils est toujours influencé par les cancres. Il y en a dans ce collège. Le ministère ne nous donne pas les moyens de laisser chacun exprimer son vrai potentiel. Dans un monde sans repères, nous devons rester le dernier bastion du bien vivre ensemble. Étant parent moi-même, je me sens évidemment concerné par ce grave problème qui touche l'éducation nationale. Nous faisons tout avec le gouvernement pour proposer des solutions adaptées à chacun et préparer au mieux l'avenir de notre pays. Non mais sérieux, on a le droit de rien dire, de rien faire. On doit rester là à apprendre Pythagore et Thalos. Mais on s'en fout sérieux. Si l'école elle était mieux faite, bah j'aurais des meilleures notes. Et même mon père il nous dit qu'apprendre Pythagore ça donne pas du travail. Oui, j'espère être admissible à l'ENS. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours j'ai ça dans le sang. J'aime enseigner, comme maman. J'ai envie de partager mes passions avec les plus jeunes. Un ramassis de feignants devant leur portable à longueur de journée. Et on peut plus rien leur dire. Le moindre mot de travers et c'est un rapport au rectorat. C'est pas que j'approuve, mais bon, de mon temps, on s'en prenait une par le prof. Et une autre par les parents en rentrant le soir. Et on mouvetait pas. Ils mélangent tout le monde en même temps, les plus faibles avec les plus forts, certains qui parlent à peine français, et les profs qui leur font faire des spectacles de fin d'année. Faut croire qu'avec leurs 6 mois de vacances par an, ils n'ont plus le temps de préparer de vrais cours. Avec le syndicat, on est désespérés. Chaque jour, une nouvelle loi qui renforce encore plus la précarité et rajoute de la paperasse. Voter socialiste ne change plus rien. Va falloir se radicaliser ou s'inspirer des Suédois. Il est grand temps de prendre des mesures courageuses et d'alléger les coûts en ne reconduisant pas certains postes inutiles. Les jeunes doivent dès à présent s'adapter à ce monde en mutation qui ne laisse plus le temps à la complaisance et à l'assistanat. Nous avons tous notre petite idée sur ce qu'est l'école et sur la direction qu'elle devrait prendre. Chacun y va de sa petite expérience personnelle qui varie beaucoup selon sa ville, son âge, ses rencontres et sa personnalité. Mais derrière les grandes anecdotes croustillantes que chacun peut évoquer, de grandes idées restent à rappeler et d'autres à nuancer. Que l'on rentre en 3e, à la fac ou que l'on ait un petit-neveu sur le point de passer le bac, ce sujet nous concerne finalement tous et c'est sans doute pour cela qu'il déchaîne autant les passions. L'éducation des jeunes n'a pourtant été évoquée par les penseurs anciens qu'en de très rares occasions, comme avec Jean-Jacques Rousseau et son célèbre livre Émile ou de l'éducation. Avant lui, le problème n'avait presque jamais été explicitement soulevé. Platon, par exemple, nous montrait simplement un Socrate accoucheur de pensée à travers la maïotique. Grâce à un questionnement habile, celui-ci parvenait à une réminiscence d'idées déjà en germe chez son interlocuteur. Mais l'accent était davantage mis sur sa personnalité et le problème soulevé que sur la transmission de savoir à proprement parler. Il est amusant de noter qu'il regrettait déjà que « les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler ». C'est au 19e siècle puis au 20e siècle, avec l'apparition de la sociologie des sciences de l'éducation et des droits de l'enfant, que la question s'est réellement posée. Mai 68, en particulier, a permis une mise en place de nouvelles perspectives à ce propos. Il était devenu interdit d'interdire. Mais aujourd'hui, ces idéaux semblent de plus en plus rencontrer leurs limites. Comme nous l'évoquions dans le 2e épisode, Pierre Bourdieu a, à la fin du siècle dernier, effectué un travail sur la reproduction des élites. Il a montré à quel point le système actuel ne peut que perpétuer, voire renforcer, la reproduction des classes sociales et des disparités. Les timides tentatives récentes d'instauration de quotas de jeunes de banlieue en faculté ou à Sciences Po ne semblent pas être un remède efficace malgré le tollé provoqué. Notre système se veut pourtant universel depuis Jules Ferry et sa loi mettant en place l'école gratuite et obligatoire pour tous. Certains esprits retors pourraient même penser que ces quotas renforcent les inégalités et surtout le sentiment d'infériorité de certains élèves. En tout cas, la condescendance n'est jamais loin. Sans aller aussi loin dans les disparités, il est facile de constater que l'école n'est pas la même pour tous. Si les cours sont théoriquement équivalents dans les différents établissements, personne ne peut avoir le même ressenti ou rencontrer les mêmes difficultés.
Pourtant, l'incompréhension réciproque est de mise. Avoir un prof sadique ou soporifique, être grand et beau ou petit et boutonneux, habiter Versailles ou Roubaix, bégayer ou être orphelin, autant de différences qui rendent l'égalité des chances extrêmement difficile à obtenir. Finalement, avoir des parents qui lisent Proust avant de se coucher ou en avoir qui regardent Secret Story en rentrant du boulot conditionne plus certainement le futur d'un élève que le nombre de photocopieuses que son établissement achètera en septembre prochain. Alors qu'on parle souvent de méritocratie et de goût de l'effort, force est de constater que certains doivent davantage y mettre du leur que d'autres. Les batailles des politiques sur les budgets alloués semblent donc assez disproportionnées au vu des résultats qu'ils sont en mesure d'apporter. Le problème est bien plus profond et on ne peut certainement pas le résoudre aussi aisément. Le film Entre les murs de Laurent Cantet propose une vue très réaliste des collèges de ZEP. En évoquant le parcours d'un enseignant débutant dans ce milieu, il parvient à poser d'excellentes questions tout en laissant au spectateur le soin d'y apporter ses propres réponses. Surtout, il ne fait pas l'erreur de blâmer ou d'encenser une frange de la population plutôt qu'une autre, comme nous le faisons malheureusement constamment. À travers l'histoire de François Bégodeau, il est facile d'imaginer les questions que se posent les enseignants, les élèves, les parents et les équipes pédagogiques actuelles. Le fossé culturel existant entre les professeurs et les jeunes, la barrière langagière et la tension omniprésente que cela implique sont autant d'obstacles à une vie en commun épanouie. Chacun fait de son mieux, mais les questions soulevées ne trouvent que peu de réponses. Doit-on punir? Encourager? Est-il bien nécessaire d'apprendre l'imparfait du subjonctif à des élèves n'ayant jamais ouvert un livre? Ne pas le faire ne renforcerait-il pas leur retard? Comment communiquer sans blesser? Comment enseigner sans dominer? Comment apprendre sans se sentir inférieur, sans s'ennuyer? On a de plus en plus de mal à imaginer un jeune professeur débutant captivant sa classe de jeunes délinquants en lui apprenant mignonne allons voir si la rose à coups de rap ou de contemplation des pissenlits dans la cour de récréation. Beaucoup se plaisent à penser qu'ils feraient un prof exemplaire, mais ils oublient qu'ils le seraient pour eux-mêmes selon leurs propres critères. Peut-être pas pour la majorité d'une classe de 35 élèves dont les personnalités sont extrêmement variables. Passionner une personne est assez aisé. Faire en sorte que la totalité d'une classe surchargée atteigne un niveau suffisant l'est beaucoup moins. Finalement, peu de professeurs se retrouvent à ce poste par vocation. C'est souvent suite à une formation universitaire spécialisée, longue et offrant peu de débouchés, qu'ils se retrouvent sur le devant de l'estrade sans trop savoir comment procéder. Leurs études ont surtout consisté à devenir experts en un domaine, et seules quelques heures auront été consacrées à l'acquisition de bases en sciences de la pédagogie. Presque aucune notion élémentaire de psychologie n'y est évoquée. Cela semble pourtant être la condition sine qua non pour une transmission du savoir réussie et pour une relation facilitée avec les parents. C'est donc sur le tas qu'ils doivent découvrir par eux-mêmes les meilleures méthodes d'enseignement, qui ne doivent pas trop dévier de consignes rigoureuses. En plus, celles-ci varient au fil des ministres et des administrations, souvent éloignées des réalités du terrain et également mal formées. La rancœur envers le système, l'élève et son parent ne tarde pas à pointer le bout de son nez. De plus en plus de professeurs abandonnent après seulement quelques mois d'exercice ou deviennent moins passionnants encore qu'un dimanche soir avec Michel Drucker. Bien sûr, certains enseignants parviennent, à force de courage et de talent, à captiver les élèves en sortant quelque peu des sentiers battus. Nous en avons tous connu un ou deux qui restent gravés dans nos mémoires. Mais la chose est rare, car parfois réprimée par une accumulation de règles étouffantes et de normes pesantes. L'élève, de son côté, rêve parfois d'avoir Onizuka devant le tableau. Il se retrouve plutôt devant un triste bonhomme, aussi endormi que lui, face à l'exposé bancal du malheureux du jour. Être élève est rarement la situation idyllique que les adultes s'imaginent une fois leur jeunesse envolée. Aimeraient-ils, ses parents, avoir l'obligation de s'asseoir en luttant contre le sommeil, 8 heures par jour, 5 jours et demi par semaine, pour écouter différents cours dont ils ne saisissent ni la portée, ni l'utilité? L'absurdité apparente de certaines leçons, les contenus tellement éloignés du quotidien et des problèmes que l'on rencontre dans sa jeunesse, peuvent rendre éprouvantes les années de scolarité. Le fossé générationnel et culturel qui existe entre le prof et l'élève rendent les rapports difficiles et même conflictuels. L'incompréhension réciproque est parfois difficilement évitable. L'élève en sort, dans la majorité des cas, peu reconnaissant. Il est compréhensible dans ces conditions d'être démotivé et de croire que l'école ne sert à rien. La considération sociale pour les élèves, qui alterne entre une vénération outrancière et un profond dédain, ne facilite pas les choses. Ils sont l'avenir du pays, mais ne votent pas, et n'ont pas d'expérience, ce qui rend leur voix entendue, mais pas écoutée. Ils sont également souvent moqués et incompris par des personnes qui ne voient eux que des humanoïdes incultes, hypnotisés par leur téléphone portable et par leur POC sur Facebook.
C'est du moins ce qu'en disent certains philosophes, qui se plaisent pourtant à corriger le sujet du bac de philosophie d'un air entendu chaque année. Alors que, comme chacun sait, nous n'utilisons nos smartphones que pour nous instruire et nous cultiver. En même temps, trouver sa voie est primordial pour accéder à une vie épanouie. Cela conditionne une immense part de notre futur et il ne faut surtout pas prendre ses décisions à la légère. Choisir l'activité qui remplira la majeure partie de son temps pendant les 40 prochaines années n'est pas une mince affaire. Mais comment s'y retrouver ? 10 000 filières nous sont présentées durant notre jeunesse. Malgré les efforts faits pour changer la situation et valoriser les métiers manuels par exemple, certaines ont un attrait que d'autres n'ont pas. On nous présente par exemple les bacs généraux, et surtout le scientifique, comme idéaux pour s'ouvrir un maximum de portes et obtenir une certaine reconnaissance au détriment des autres spécialités. Le corps enseignant tient d'ailleurs un double discours à ce sujet. Il cherche à ne dénigrer aucune formation, mais recommande systématiquement les filières dites prestigieuses à leurs meilleurs éléments. Il est primordial que chacun ait confiance en ses choix. Il faut écouter ses désirs plutôt que les conseils de personnes qui ne pourront jamais nous connaître parfaitement. À l'heure où l'accent est davantage mis sur les débouchés que sur la réalité des tâches à accomplir, il est important de reprendre ses aspirations en considération, tout en gardant, bien sûr, les pieds sur terre. Trop de personnes se retrouvent à un poste envié par tous, mais sont, au fond, navrées de cette réussite apparente. Ceci est encore plus vrai pour les personnes en marge que l'on cherche à faire rentrer dans le moule, les laissant au bout du compte profondément blessées et insatisfaites. Il faut comprendre que l'école de la République et sa vocation universaliste ne peuvent pas tout. Adapter les cours au cas par cas peut, comme nous l'avons vu, renforcer des injustices et augmenter des budgets déjà présentés comme trop lourds. Mais il est possible, et même bénéfique, de compter avant tout sur soi-même pour s'élever. Loin du stress de la bonne note et de l'obligation de suivre des cours dont on ne saisit pas l'intérêt, il nous est toujours possible d'apprendre chez soi. On peut approfondir seul certains points que le professeur a survolés par manque de temps ou d'envie. Ce faisant, on prend parfois conscience que ce n'est pas tant la connaissance que la manière dont le système doit la transmettre, par manque de moyens ou d'idées, qui nous répugne. L'école doit s'adapter aux normes et non aux particularités, qu'il ne faut pas prendre pour des défauts. Timidité, concentration difficile, lenteur, rapidité, excentricité, introversion, etc. Ces traits de personnalité, s'ils sont bien canalisés, peuvent même devenir des atouts dans de nombreux domaines, comme l'art ou la philosophie. Que l'on ait plus de facilité ou besoin de plus de temps pour comprendre quelque chose importe alors peu, et il devient possible de suivre ses aspirations et de cultiver son goût du savoir. Les autodidactes, les artistes, les amoureux du travail manuel ne peuvent malheureusement pas beaucoup compter sur l'éducation nationale pour s'épanouir. Mais il ne faut pas pour autant qu'ils contrarient outre mesure leur penchant. Les bonnes, comme les mauvaises notes, peuvent rester des indicateurs, mais ne doivent surtout pas devenir des juges. À l'heure où l'école gratuite et obligatoire pour tous se réduit à la tentative de mener le pays au plein emploi, force est de se rendre à l'évidence. Malgré une bonne volonté souvent partagée, le système présente de nombreux écueils difficilement surmontables et les disparités psychologiques, sociales et familiales rendent la tâche ardue, si ce n'est impossible. Tout en gardant en tête le formidable potentiel de cette institution, il convient de ne pas laisser reposer uniquement sur elle notre avenir commun et individuel. Essayons donc chaque jour de mieux comprendre l'autre et les difficultés qu'il traverse. Mais surtout, redevenons enfin l'acteur principal de notre éducation et de celle de nos pères.サイベルシバ